Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le point lecture de tous mes titres lus pendant le mois d'avril, majoritairement consacré à avril autour de la SF. Je crois qu'il y a quand même 2 titres de fantasy, donc par contre oui, je regarde 100% SFFF ce mois-ci. Je n'ai pas lu du tout d'autres genres. Voilà, on va démarrer tout de suite par un titre que j'ai lu un peu à cause ou grâce à Monsieur Cabric, puisque c'est... Lui, il a lu la trilogie, sans même qu'il a enchaîné les 3 tomes. Moi, je me suis concentrée sur le tome 1. Je voulais découvrir cette série. C'est une série clairement très populaire. Je crois que j'ai vu que des avis positifs sur cette série. C'est le tome 1 d'Absolu, Les Mobilisés de Margot Dessen, publié chez Big Bang. Il y en a ici dans une dystopie, puisque dans cet univers... Il y a des castes également qui existent, hein, comme dans beaucoup de dystopies. Et au début de cette histoire, on apprend qu'il existe une zone avec un espèce de monstre à l'intérieur et que tous les ans, je crois, il me semble que c'est tous les ans, il y a un certain nombre de jeunes qui sont désignés pour aller dans cette zone, l'objectif étant de tuer le monstre à l'intérieur de cette zone. Donc forcément, on va suivre un groupe de personnages qui va se retrouver à aller dans la zone. J'avais vu vraiment, je crois que j'ai vu que des coups de cœur ou des retours ultra positifs, donc... J'y suis allée un petit peu pas à reculons parce que je voulais le découvrir, mais en essayant d'être un peu mesurée. Ça a été globalement une bonne lecture. Ici, on est sur une dystopie finalement assez classique. Si on en a lu d'autres, on retrouve pas mal de codes de la dystopie. Pas mal, on a des combats, on a des personnages qui mentent, un gouvernement qui cache un certain nombre de choses, des personnages qui vont se remettre en question, qui vont se poser des questions sur l'univers dans lequel ils vivent. Voilà, donc on est sur quelque chose d'assez classique. Je trouve que c'est pas forcément original hein, sur le fond de l'histoire, mais c'est très efficace. Vraiment, la plume de l'autrice, elle est extrêmement agréable. L'histoire, elle est bien menée. On a des rebondissements quand il le faut. On se pose des questions. On a peur pour les personnages. On a des personnages attachants. Un univers qui est quand même assez intéressant et pour lequel je me pose encore pas mal de questions. La plume, elle est plutôt addictive. C'est fluide, ça se lit bien. Voilà, franchement... j'ai pas beaucoup de reproches à faire, si ce n'est que peut-être si ça avait été ma première dystopie, j'aurais eu un coup de cœur. Là, j'ai pas eu un coup de cœur. On est vraiment sur une très bonne lecture. Je lirai clairement la suite parce que je me pose pas mal de questions. Je compte bien la lire les tomes 2 et 3, je pense, au pire cet été, parce que je veux pas la faire durer très longtemps. C'était très cool à lire, très agréable. C'est très agréable aussi de relire de la dystopie. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à en dire, si ce n'est que j'ai passé un très bon moment, c'est très sympa. Et voilà, si vous aimez la dystopie. Après, si vous en avez lu énormément, je suis pas sûre que je peux vous la recommander, on va dire. Mais c'était très fun à lire, très agréable. Et je lirai la suite sans problème. Voilà, j'aime bien les personnages. Franchement, les personnages sont plutôt cool. Ensuite, j'ai lu... une briquette. Que dis-je? Qu'elle porte un monstre. J'ai lu Le Bouffon de la Couronne de Thibault Lafargue. C'est le tome 1. C'est publié chez ActuSF. Et là, on est sur de la fantasy. C'est un service presse que j'avais demandé parce que... je sais pas. Alors, la couve de Hervé Leblanc, je le précise. La couve m'avait intriguée quand on avait reçu les propositions d'ActuSF. Et je sais pas, l'idée de suivre un bouffon, ça m'avait bien tenté. Ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Sebrin. Et l'auteur Sebrin, à la base, tout au démarrage de cette histoire, il est plutôt amené à devenir un ecclésiastique, un religieux en tout cas, puisque dans cet univers, l'auteur recrée complètement une religion qui s'appelle la religion du triste. Et Sebrin, il a grandi depuis tout petit, il est orphelin, il a grandi dans cet univers du triste, de religion. Alors, il y a tout un univers que l'auteur a recréé, une structure complète de religion qui s'inspire beaucoup de la religion catholique, mais vraiment complètement réinventée avec ce personnage du triste. Et c'était, ne serait-ce que découvrir cette structure de religion, c'était vraiment intéressant. Et donc Sebrin, le personnage que l'on suit, par un concours de circonstances, heureux ou malheureux, à vous de le choisir, il va devenir le bouffon du roi, d'où forcément le bouffon de la couronne. Et forcément, en étant le bouffon du roi, il va se retrouver mêlé volontairement, involontairement à tout un tas d'histoires et de complots. En plus, lui, il a toujours grandi dans un univers très religieux, il va découvrir plein de choses qu'il ne connaît pas. Et voilà, donc le livre fait... Je vous le dis quand même, hein, parce que 635 pages, j'ai
adoré ma lecture. Vraiment, ça a été une très bonne lecture. J'ai passé un excellent moment. C'est le premier roman de l'auteur puisque je lui ai envoyé, enfin, je crois qu'il a répondu à ma story sur Instagram, donc j'ai échangé avec lui. Si vous aimez Robin Hobb, si vous aimez l'Assassin Royal, faut tenter le Bouffon de la Couronne. Vraiment. Il y a des vibes, je l'ai dit à l'auteur, il y a vraiment une ambiance, une espèce de lenteur. Et c'était extrêmement agréable pour moi qui adore Robin Hobb. C'est impossible, quand vous avez lu l'autrice, de ne pas penser à elle quand vous lisez le Bouffon de la Couronne, pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça met en scène un bouffon, et dans l'Assassin Royal, on a quand même un bouffon qui est extrêmement important. On va tourner autour de complots politiques, de complots d'histoires de cour, d'intrigues de palais, de choses comme ça. Il n'y a pas de bataille dans cette histoire. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai même tendance à préférer ça au combat. L'auteur, comme je dis, il a réinventé complètement la religion catholique sous un autre prisme, mais c'était vraiment intéressant. Je n'ai pas pu m'empêcher de comparer le bouffon à Fitz, qui est donc le personnage principal de l'Assassin Royal. On va tout voir du point de vue de Sébrin, qui va devenir Tire-Langue, voilà, le bouffon du roi, donc. Il y a une petite similitude aussi par rapport à ce personnage. Fitz, c'est un personnage... On pourrait presque le qualifier de dépressif. En tout cas, il n'est pas toujours très joyeux. Et ici, notre pauvre Sébrin, des fois, il n'a pas de bol. Et puis, des fois, il fait des choses sans trop réfléchir. Et forcément, ça a des conséquences dans cet univers. Et j'ai pas pu ne pas penser à Fitz à plusieurs reprises. On a également une petite romance qui est là, mais vraiment c'est extrêmement léger. On n'est pas du tout en romantasy. Passez votre chemin si c'est ce que vous cherchez. Là, on est vraiment en fantaisie. On a également quelques scènes qui sont assez dures, assez difficiles par moments. On a un univers finalement, plus on découvre et plus il est sombre, plus on rencontre des personnages gris avec des choses qui sont pas très claires, voilà. Donc, franchement, si vous aimez les intrigues de cour, les intrigues de palais, si vous aimez Robin Hobb, moi, je peux que vous recommander de tenter le Bouffon de la Couronne. Par contre, c'est une fantaisie très classique, c'est-à-dire que, bon, mis à part la réinvention de l'univers et de cette religion, qui est assez intéressante, on est sur un rythme qui est assez lent. Il y a pas mal de personnages. Mon seul bémol, finalement, c'est que c'est vrai qu'en dehors du personnage principal, je me suis pas forcément... attachée ou intéressée à beaucoup d'autres personnages. C'est un petit peu dommage par rapport à ça. Je trouve que ça manque un petit peu et j'ai senti par moments quelques longueurs. Le roman fait quand même plus de 600 pages. C'est le premier roman de l'auteur. Franchement, c'est déjà, je trouve, assez balèze, clairement. Donc, si vous aimez Robin Hobb, vous pouvez y aller clairement. Donc, c'est une fantaisie un peu... presque un peu à l'ancienne, voilà, parce que il y a de la lenteur. L'auteur, vraiment, il prend son temps pour expliquer l'histoire. Là, je vous ai dit qu'il allait devenir le Bouffon de la Couronne. Ça n'arrive pas au bout de 20 pages, je vous le dis tout de suite. Je me suis permise de vous le dire parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mystère. Hein. Le titre et puis le personnage, je vous dis pas comment parce que pour le coup, c'est assez rocambolesque et je sais bien le découvrir par soi-même. Franchement, donc, il y a vraiment des vibes un peu vintage, un peu old school, c'est assez lent, pas de romance, il y a des petites parcelles par-ci par-là, mais vraiment, on n'est pas du tout en romantasy, loin de là, on est vraiment en fantaisie. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à redécouvrir une histoire de fantaisie, surtout avec des vibes Robin Hobb, forcément. Et voilà, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je peux que vous recommander vraiment de vous pencher sur ce titre. J'ai discuté avec l'auteur, donc ça sera une duologie. Il y aura un second tome. Au moment où j'ai échangé avec lui, il était en train de finaliser l'écriture, je crois. Donc je pense pas qu'on l'aura cette année, mais probablement l'année prochaine. Mais c'est pas grave parce que je pense que si le tome 2 sort pas cette année, mais l'année prochaine, je pense que je relirai ce titre comme ça, histoire d'être vraiment bien imprégnée. Mais c'était vraiment très cool. Vraiment, c'était une très bonne lecture. Française en plus, voilà, petite maison d'édition, voilà, j'étais ravie et moi franchement je veux que vous le redécouvrir. C'est un service presse, vous savez que je suis pas du genre à encenser les SP si je les ai pas appréciés, mais là franchement je trouve que ça vaut vraiment le coup de se pencher dessus. Attention en sachant que c'est parfois assez lent, l'auteur prend son temps, voilà, on n'est pas du tout sur une fantaisie à 2000 à l'heure, pas du tout, vraiment c'est très bien. Moi j'ai beaucoup aimé et clairement je lirai la suite et je lirai les autres titres de l'auteur je pense quand ils auront l'occasion de sortir. Là forcément il est en train d'écrire, finaliser l'écriture du tome 2 donc voilà, mais c'était très bien. C'était vraiment très bien, très bonne surprise. J'ai beaucoup aimé.
Ensuite, j'ai lu un autre service presse, décidément, j'ai lu l'inversion de Polyphème de Serge Lehmann, publiée chez Le Bélial dans leur collection Une heure lumière, donc collection de novellas. C'est un titre qui a eu un prix en 1998, le prix Ozone, prix que je ne connaissais pas. C'est un aspect que j'ai reçu via la masse critique de Babelio. Donc mon avis est déjà dispo sur Babelio et sur Instagram. Ici, on va être à la fin des années 70 avec un groupe d'enfants, c'est les vacances d'été. Et les enfants, comme les enfants de cette époque, se regroupent entre copains pour, ils ont une espèce de petite cabane et tout ça. Et puis, ils vivent des aventures, ils inventent un certain nombre de choses. Et l'un d'entre eux, ils ont créé une bande qui s'appelle la bande des Engoulevents. C'est plutôt rigolo. Et on a un des jeunes garçons qui va leur ramener quelque chose. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est une novella quand même, c'est pas très long, 5 pages, c'est toujours un peu dommage. J'ai beaucoup aimé cette novella. On est ici, je ne connaissais pas du tout la plume de l'auteur, c'était extrêmement agréable à lire, immersif extrêmement rapidement. Et là, clairement, alors si le titre d'avant j'ai pensé à Robin Hood, ici j'ai pensé à Stephen King, forcément au Ça de Stephen King, puisque forcément un groupe d'enfants, on est dans les années 70, c'est l'été, il va leur arriver quelque chose. Forcément, qui ne peut pas penser à ça s'il a vu les films ou s'il a lu les romans, c'est impossible. Y a pas vraiment de ressemblance en dehors de cette sensation un peu quand on a lu ça. On ne peut pas ne pas y penser, c'est impossible. Mais on est, je trouve, un peu comme dans ça, sur certaines parties, on est sur une ambiance générale qui est assez nostalgique de l'enfance. Alors, moi, je suis née fin 70, donc mon enfance est plutôt dans les années 80. Mais j'ai ressenti un peu cette espèce de nostalgie. Quand vous êtes enfant, vous avez l'impression que les vacances d'été, c'est sans fin. Que quand vous êtes en vacances fin juin, début juillet, vous avez l'impression que les vacances d'été, elles sont immenses, que vous allez pouvoir faire des centaines de milliers de choses. Vous allez pouvoir vivre des aventures avec vos amis. On a aussi cette ambiance un peu de l'adolescence. Alors, entre l'enfance et l'adolescence, finalement, de toutes ces choses qu'on dit à nos potes, mais aussi de tout ce qu'on dit pas, de tout ce qu'on vit à la maison, cette espèce de séparation que l'on crée à un moment entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe avec les copains. Ces mois d'été où on grandit, où on évolue, où on apprend toutes nos premières fois. Enfin voilà, c'est vraiment cette ambiance-là que j'ai ressenti, vraiment quelque chose de très nostalgique, de très doux. On a aussi une grosse importance forcément accordée à l'amitié par rapport à la famille, forcément. Finalement, le côté SF, il n'arrive pas de suite, on l'a un tout petit peu plus tard dans l'histoire, et je trouve qu'il reste un petit peu en arrière-plan. Alors, il est bien présent, hein, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Je ne suis pas certaine d'avoir tout compris, hein, du point de vue de la thématique SF abordée, mais notamment du côté scientifique. Je ne veux pas vous en dire beaucoup parce que finalement, ça serait déflorer l'intrigue, mais finalement, ne pas avoir tout compris ne m'a pas dérangée. Il y a une espèce de voile de mystère qui reste comme ça sur cette histoire, sur cet été que l'auteur nous a raconté et partagé. C'est resté une très bonne lecture de par la plume de l'auteur. Il m'a emporté dans cet univers. J'ai accepté finalement de ne pas tout comprendre vraiment, mais d'être avec ces enfants adolescents pendant cet été et de vivre avec eux toutes les aventures qu'ils vont vivre, tout ce qu'il va les changer. Bref, vous avez compris que j'ai beaucoup aimé cette novella, vraiment. Je la relirai, je pense. C'est typiquement... Alors, c'est vrai que les novellas, c'est plus facile aussi de les recaler. Mais je pense que je les relirai parce que... ouais, j'aimerais bien savoir si je comprendrais mieux le côté scientifique. Mais c'était vraiment très très bien. Et je peux que vous la recommander, ne serait-ce que pour ce côté ultra nostalgique qui est présent dans ce texte. Ensuite, j'ai lu majoritairement en audio Ose de Maxime Chatham de la série Autre Monde. Je crois que c'est le tome 5. Donc tome 5, je ne vais pas beaucoup vous raconter le résumé vraiment du tome, mais si jamais vous ne connaissez pas, l'Autre Monde, c'est simplement une dystopie également. Oui, dystopie. Non, pas dystopie, post-apo plutôt. Un post-apo dans lequel, dans le tome 1, eh bien, du jour au lendemain, suite à une énorme tempête, tous les adultes vont disparaître de la surface de la Terre et on va suivre un groupe d'enfants qui va se retrouver tout seul, voilà, à devoir survivre dans ce monde qui a beaucoup changé. Ils vont découvrir beaucoup de mystères et beaucoup de choses assez fantastiques au fur et à mesure de ces 5 tomes. Donc, je l'ai écouté en audio. Vous allez dire, je m'acharne parce que la fois d'avant, je vous avais dit, oh, l'audio, voilà, je sais pas, bon. Donc, j'ai quand même continué en audio.
je suis un peu mitigée sur ce tome. J'ai beaucoup aimé l'univers, comme les tomes précédents, l'univers qui est vraiment très sombre, il y a beaucoup de rebondissements. L'histoire, elle est quand même assez dynamique, même si je trouve qu'elle est un petit peu redondante par rapport à la première trilogie, puisque clairement, vous pouvez vous arrêter après les 3 premiers tomes, il y a une conclusion partielle, donc c'est tout à fait possible. Moi, je me posais encore quand même des questions, donc j'ai choisi de continuer. Je le regrette pas, mais je trouve que c'est un petit peu redondant quand même par rapport à la première trilogie. Dans ce tome-ci, il y a une romance, alors qu'on a déjà vu apparaître dans les tomes précédents. Une romance que je n'ai trouvée sans aucun intérêt parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, les romances adolescentes, les premières amours, ça ne m'intéresse pas, ça ne me touche pas. Donc j'avoue que voilà, ça m'a pas passionnée. Toutes les parties qui traitent de la romance m'ont complètement désintéressée. Je pense que si je les avais lues en papier, je les aurais même passées, pour vous dire. Je ne suis pas particulièrement touchée par les personnages de cette histoire. J'avoue que j'aime beaucoup l'univers et les événements que l'auteur propose et l'adversaire, on va dire, qu'affrontent nos jeunes ados. Mais pour le reste, notamment les personnages, je ne suis pas touchée par ce qui leur arrive. Alors, il y en a certains, il leur arrive des trucs atroces, mais je lève même pas un sourcil, quoi. Voilà. Je trouve que il y a un méchant, on va dire, enfin il y a des méchants qui apparaissent ici qui me font quand même fortement penser aux détraqueurs de Harry Potter, mais bon ça après tout pourquoi pas. Je trouve qu'il y a des facilités, on a des jeunes qui ont des pouvoirs, c'est un peu facile au bon moment. C'est un peu, il y a le fameux personnage, il est tellement fort que voilà, il va tout détruire, enfin tout protéger. Bon, je trouve ça un peu facile, c'est un peu, voilà, je trouve ça un peu facile. Il y a quelques clichés, pas forcément, ça reste un titre à la base plutôt pour les ados, donc voilà. Je pense que typiquement cette série, je l'aurais adorée adolescente, mais j'avoue qu'en tant qu'adulte, j'ai un regard qui est un petit peu plus mitigé. Je lirai la suite, ou je l'écouterai, je ne sais pas encore, parce que je suis curieuse quand même de voir jusqu'où l'auteur va nous emmener et comment il va conclure tout ça, mais je me rends compte que finalement, comme sur les tomes précédents, je suis plus intéressée par l'univers, en fait, que finalement par les personnages qui me paraissent pas très réussis, en fait. Voilà. Donc, voilà. Je vais continuer. Je veux vraiment... Bon, j'ai lu en plus 5 tomes sur 7. Ce serait dommage d'arrêter maintenant. Mais voilà. Je suis pas sûre de la conserver une fois que je l'aurai terminée. Et puis voilà. Mais bon, c'était une lecture... Ouais, c'était une lecture, ça reste une lecture sympa, hein, c'est vraiment pas désagréable, même si bon, je suis pas ultra passionnée par ce qui arrive aux personnages. Ensuite, j'ai lu, enfin, me direz-vous, Edge of Tomorrow de Hiroshi Sakurazaka. C'était publié chez Kazé, je crois. Ouais, je dis c'était parce que je suis pas sûre que ça soit encore retrouvable. Donc ici, comme son nom l'indique et comme vous le voyez à la couverture, Edge of Tomorrow, c'est le roman qui est à l'origine. Alors, il me semble que c'est d'abord le roman, après le manga et après le film. Je crois que c'est ça. Ici, tout simplement, on va suivre un jeune soldat dans un monde dans lequel des extraterrestres ont attaqué la Terre. Et ce jeune soldat va se retrouver à revivre toujours la même journée. Je vous en dirai pas plus. En plus, si vous avez vu le film, c'est pas très intéressant d'en savoir plus. On est un peu du coup sur un trope en SF, voyage dans le temps, puisqu'il revit toujours la même journée. C'est un petit flop cette lecture pour 2 raisons. Déjà, comme souvent, et ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, si j'ai vu le film avant, j'ai énormément de mal à me détacher du film quand je lis le roman. Et forcément, je passais mon temps à comparer le film et le roman. Donc ça, c'est pas la faute du roman, mais du coup, j'ai pas réussi à me détacher. Le manga, ça me l'avait moins fait parce que le manga, forcément, il y a des images. Donc ça me l'avait moins fait, mais j'avoue qu'ici, c'était un petit peu compliqué. En plus, le personnage principal, il est asiatique et moi, je visualisais Tom Cruise. Alors bon, voilà, c'est un peu perturbant, voilà. Je trouve que c'est assez long à démarrer. Et puis, on est encore... Alors, vous allez me dire, Stéphanie, t'aurais pu t'en douter quand même. En plus, t'as vu le film. On est quand même sur un titre de SF militaire. Et je vous l'ai déjà dit, je sais pas pourquoi je m'obstine à lire ça. La SF militaire, ça m'ennuie, ça ne m'intéresse pas. Donc, à nouveau, j'ai pas accroché plus que ça quand on décrit les armes, quand on décrit les batailles, quand on décrit comment on va faire. Ça ne me passionne pas. Honnêtement, si je n'avais pas vu le film, je ne suis pas certaine que j'aurais été jusqu'au bout. Le seul truc que j'ai trouvé sympa qui m'a plu, c'est que la fin est différente du film. Et ça, c'était plutôt intéressant, forcément, d'avoir une orientation différente entre le film et le roman. Les deux n'ont absolument rien à voir et les deux sont intéressantes, voilà, chacune dans leur style. Donc c'est un petit flop et voilà. Et faut que j'arrête.
il faut que j'arrête de lire de la SF militaire, je sais pas pourquoi. Alors c'est pas... Forcément, quand j'ai lu le roman et que j'ai vu comment ça tournait, je me suis dit, non mais t'aurais dû t'en douter, enfin t'as vu le film, c'est des combats, enfin bref, il est militaire, comment t'as pu ne pas le voir venir? Mais voilà, donc c'était pas désagréable, le style de l'auteur n'était pas désagréable, mais voilà, je le mets dans la case petit flop quand même. Deuxième flop, j'ai lu Kereban de Dario Alcide, publié aux éditions 404. C'est un roman qui n'est plus édité, vous pouvez plus le trouver qu'en occasion ou en bibliothèque. Bon, on est sur un roman qui est fait un peu en, j'allais dire en mix learning, pas du tout, en mix média plutôt, puisqu'on a, il est construit à base d'articles de presse, d'extraits d'échanges de SMS, de retranscriptions de mails, de retranscriptions d'interviews aussi, je crois. Enfin bref, voilà, il y a plein voilà, et l'histoire, elle avance comme ça. Donc c'est un roman, moi j'avais jamais lu de roman comme ça, donc c'est pour ça que j'étais curieuse de le découvrir. Donc la narration, elle est donc atypique et c'est plutôt agréable à lire. Découvrir une histoire comme ça, moi j'ai plutôt bien aimé, franchement, parce qu'on voit l'histoire se construire au fur et à mesure d'une manière vraiment différente et c'était très agréable à lire. Mais j'ai trouvé parfois que c'était un peu brouillon, voire répétitif sur certains événements. Il y a des choses qu'on nous répète plusieurs fois, même si c'est de différentes façons. Une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, j'allais dire c'est bon, on a compris. Et finalement, j'ai eu la sensation que le vrai enjeu de l'histoire, il arrivait super tard et que du coup, ça allait super vite. Et voilà, et au début, franchement, j'étais bien dedans, et puis au bout d'un moment, vous vous dites, bon, tu nous emmènes où? Et quand l'histoire, elle arrive, ouais, je pense qu'on est dans les derniers 30% finalement, donc j'ai trouvé ça intéressant de par la structure, mais brouillon, et puis, à nouveau... On est encore sur des trucs militaires. Bon, je suis pas de bol. L'année prochaine, je serai plus vigilant. Je prendrai que des trucs de l'espace, comme ça, je serai tranquille. Je vous ai même pas dit, Kereban, c'est une ville minière qui se trouve où? Sur Mars, je crois. En tout cas, c'est pas sur la Terre, sur une autre planète, je crois. Et en fait, c'est une ville qui est un petit peu à l'abandon. Et du jour au lendemain, ils vont découvrir un... Mince. Ils vont découvrir une mine avec un matériau, un carburant, en fait, un métal. Oui, un carburant. Un nouveau gisement, oui. Ils vont découvrir un nouveau gisement, donc d'Akos. Et l'Akos, c'est un espèce de minerai qu'on ne trouvait plus du tout sur la planète depuis plusieurs années. Et suite à ça, ben, du coup, cette petite ville qui était un petit peu isolée, un petit peu pépère, elle va prendre énormément d'importance. Et forcément, vous allez avoir eh bien, la ville qui va essayer de prendre du pouvoir et forcément comment dire, les dirigeants du pays qui, eux, vont essayer de faire la mainmise sur ce minerai d'Akos qui a été découvert. Donc, à nouveau, on a encore des trucs un peu militaires, de la stratégie, des choses comme ça. Donc, forcément, c'était pas ce qui me passionnait le plus. Hein, voilà, des attaques, des choses comme ça. Voilà, donc c'est parti militaire, le côté un peu brouillon, ça met beaucoup de temps à arriver, l'enjeu réel de l'histoire. Et puis, j'avais du mal aussi à un moment à appréhender vraiment quelle était la structure, qui était le chef de qui, de quoi, enfin bon bref. À nouveau, c'est un petit flop. Bon, ça se lit très très vite, hein. Franchement, je crois que j'ai lu en 2 soirées, donc pour vous dire. C'était très sympa de découvrir un roman structuré comme ça. Je pense que si j'ai l'occasion, j'en découvrirai d'autres parce que j'ai trouvé ça très agréable. Mais franchement... Malheureusement, je ne vous recommande pas forcément parce que, bon, j'ai petit flop également. Je pense qu'on peut le mettre un peu dans la catégorie petit flop. Ensuite, j'ai lu, je les ai lus l'un à la suite de l'autre puisque finalement, ils sont relativement liés. J'ai lu La marche funèbre des marionnettes de Adam Troy Castro et Les fils enchevêtrés des marionnettes également d'Adam Troy Castro. Et ces deux novellas se déroulent dans l'univers de... Alors, je ne sais plus quel est le tome 1. C'est pas la guerre des marionnettes. Non, c'est pas Émissaire des morts. Non, mais je vais y arriver. Hein. Non, c'est ça. Je crois que c'est celui-là, le tome 1. Je crois que c'est celui-ci, le tome 1. Émissaire des morts, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, c'est la trilogie d'Andrea Corte, voilà, que j'ai lu il y a 2 ans, je crois. Et qui avait été vraiment une très bonne lecture. Malgré des aspects scientifiques parfois un petit peu compliqués à appréhender de ma part. Et bah, quand j'ai vu que ces 2 novellas sortaient, je suis tombée dessus dans mon Cultura.
Et forcément, je les ai prises. Donc, le premier à lire, parce qu'il y a un ordre à respecter, c'est celui-ci, La marche funèbre des marionnettes. Et ici, on va s'attarder sur un événement qui s'intitule... Est-ce que je l'ai noté? Oui, un événement qui s'intitule le ballet. Alors, si vous avez lu la trilogie d'Andrea Corte, vous vous rappelez très bien de ce qu'est le ballet. Et ici, on est plusieurs décennies avant les événements que nous, on a dans le tome 3. C'était extrêmement agréable de retourner dans cet univers et vraiment de s'attarder sur ce ballet, qui est vraiment un truc extrêmement particulier avec des extraterrestres, avec, mais je crois qu'on les voit dans la guerre des marionnettes, voilà, des extraterrestres comme ça. Voilà, qui font une espèce de danse. Alors, je ne vais pas vous dire pourquoi ni comment, je vous laisse le plaisir de la découverte. Et c'était vraiment extrêmement agréable de retrouver, de retourner comme ça dans cet événement qui se passe ici, qui était vraiment très, très intéressant. On est dans une ambiance un peu douce amère, un peu... Ouais, les personnages principaux se posent des questions et c'était intéressant de lever le voile sur cet événement ici, dont on parle dans la guerre des marionnettes en fait. Et ouais, c'était très agréable, une très bonne lecture, j'ai passé un excellent moment. Alors moi, je vous recommande pas forcément de le lire si vous n'avez pas lu la trilogie d'Adam Troy Castro. Alors je sais qu'on vous dira probablement vous pouvez y aller et tout, mais en fait là ce qui était génial c'est que je comprenais vraiment tout, je visualisais très bien ce que c'était que le ballet, quels étaient les enjeux, etc. Et je suis pas certaine que si vous n'avez pas lu du tout la trilogie, je suis pas sûre que ça va avoir forcément le même écho en vous que moi. Et ensuite j'ai lu Les fils enchevêtrés des marionnettes et qu'on recommande de lire après celui-ci, et je suis assez d'accord avec ça. Ici, on va être sur un angle différent pour redécouvrir également le ballet. On est toujours dans un univers qui est assez sombre. On a également une ambiance un peu douce amère, un peu, pas forcément nostalgique, mais oui, ouais, douce amère, je pense que c'est vraiment la meilleure définition, on va dire. Ouais, l'angle, j'ai bien aimé l'angle. Alors, en fait, ici, on a quand même deux angles hein, pour aborder ce fameux ballet. Et c'était vraiment extrêmement intéressant de voir. Ici, on est quelques années après les événements de ce tome 6. C'est pour ça qu'il vaut mieux le lire après. Je suis un peu confuse ce soir, un peu brouillonne. J'espère que vous suivez quand même. C'était également très, très agréable. À nouveau, le lire juste après... C'était vraiment très agréable, vraiment, de retourner vraiment dans cet univers et dans la plume de l'auteur. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. Vraiment, vraiment, je peux que vous recommander de découvrir Adam Troy Castro. Est-ce que vous pouvez démarrer par ces novellas? Je sais pas. Franchement, moi, je vous le recommande pas. Je pense qu'il vaut mieux avoir lu les romans d'abord, mais chacun est libre, bien évidemment, de faire ses propres choix. C'était très, très cool. Et si l'auteur fait d'autres novellas, franchement, je serai au rendez-vous parce que j'ai passé un excellent moment. Vraiment, je les relirai aussi, ceux-là. Tiens, c'était vraiment très cool. Et on va terminer par ma dernière lecture du mois d'avril. Et quelle lecture! J'ai lu La Guilde des Ombres, tome 5, La guerre céleste de Anatrice. Donc le tome 5, c'est la première partie du tome 3. Voilà, il ne reste plus que le tome 6. Ben non, je me suis trompée. J'ai pris le tome 5, mais j'ai lu le tome 4. Bref, mais je vais bien vous parler du tome 4. Donc le tome 4, comment qu'il s'appelle? Est-ce que je vais retrouver le nom? L'étoile de feu, voilà. Donc c'est pas du tout ce tome 6, c'est le tome 4. Mais j'ai pas pris le bon, c'est pas grave. Donc j'ai lu le tome 4. Donc le tome 4, c'est donc le deuxième tome... La deuxième partie du tome 2, c'est compliqué cette affaire, surtout quand on n'a pas pris le bon. Bref, je vais pas vous faire un résumé parce qu'en plus là, c'est le résumé du tome 5, donc ça serait extrêmement dangereux. Si jamais vous êtes passé à côté de la Guilde des Ombres, c'est l'histoire de Panama, une petite fille qui au début du tome 1 va être embarquée par la Guilde des Ombres. La Guilde des Ombres, c'est une guilde d'assassins dont la majorité des représentants ont des pouvoirs. Panama est une humaine, elle a été détectée parce qu'elle a un don, le don de mort. Elle peut, en touchant les personnes, les tuer, tout simplement. Et c'est pour ça qu'elle a été détectée et qu'elle va donc intégrer la Guilde des Ombres, guilde d'assassins. Vous vous doutez bien qu'on est au tome 4 et qu'il s'est passé énormément de choses, notamment ce fameux tome 2 que je vous invite à réussir à dépasser parce que le reste, c'est excellent. Le tome 2, c'est vraiment un tome qui peut être compliqué à lire, je pense. Ce tome 4, je trouve que, en tout cas de mon côté, ça a été peut-être le tome que j'ai trouvé un petit peu plus lent des 4 tomes que j'avais lus jusqu'à présent. On est centré peut-être un petit peu moins sur l'action et les révélations, mais l'autrice prend vraiment le temps de développer les relations entre tous nos personnages, que ça soit du côté de Panama ou du côté de
de Camard. L'autrice, elle nous met encore des rebondissements, de l'action, des révélations. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. Je trouve qu'elle arrive vraiment bien à doser tout ça. L'autrice, elle est sans pitié. Comme à chaque fin de tome, on a une fin de dingue qu'on voit généralement pas venir. Vraiment, elle est très très forte pour ça. Donc, j'ai lu le tome 4 et j'ai enchaîné en fait avec le tome 5. C'est pour ça que c'est celui-là que j'ai pris par... j'ai pas fait attention, voilà, mais j'ai beaucoup aimé ce tome 4. La Guilde des Ombres, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Et franchement, il y a bien longtemps que je n'avais pas aimé autant une série de fantasy. Alors oui, il y a des scènes spicy. Heureusement, il n'y en a pas trop. Et moi, comme de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Quand les scènes spicy arrivent, je les passe. C'est pas plus mal parce que ce sont quand même de belles briquettes, mais en dehors de ça, je pense que la majorité des scènes spicy n'ont aucun intérêt. Donc je pense que si elles avaient été retirées, ça aurait pas été plus mal, voilà. Mais voilà, moi je passe malgré tout un excellent moment, j'adore l'univers, je me pose beaucoup de questions sur la fin de l'histoire. Avec Dorian, on est donc au 6e tome, on est au taquet et on va le lire en juin parce qu'on veut absolument connaître la fin. Voilà, c'est une très très bonne série de fantasy que je ne peux que vous recommander. Vraiment, je pense qu'elle sera dans mon top de l'année, je pense, j'en suis quasi certaine. Voilà, ce point lecture est maintenant terminé. J'espère que j'ai pas été trop brouillonne. Je sais pas, j'étais un peu... ça ne veut rien dire non plus ce que je fais avec mes mains, mais bon, c'est pas grave. Bref, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, eh bien écoutez, comme c'est un mois quand même où j'ai fait beaucoup de SF, je vous invite à mettre, pourquoi pas, des planètes, des étoiles, des lunes, des choses comme ça. En tout cas, tout ce qui se déroule dans l'espace. Pas de SF militaire, j'ai compris. C'est bon, je crois que je vais arrêter là. Voilà, en tout cas, merci à ceux qui pensent à mettre simplement même des petits emojis. Vraiment, je vous en remercie beaucoup. J'avoue qu'au début, quand je l'ai fait, c'était un peu en me disant, bon, pourquoi pas après tout. Et puis, je vois que ça marche et que vous êtes quand même assez nombreux à le faire. Je vous en remercie beaucoup parce que ça aide simplement à la visibilité de la chaîne. Voilà. Je vous remercie beaucoup et merci aussi à ceux qui mettent des commentaires. Bien évidemment, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous répondre et je vous en remercie beaucoup également. Voilà. Je m'arrêtais là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains livres dont j'ai parlé aujourd'hui. Quel est votre avis, si vous les avez aimés ou pas. Si vous aussi, vous vous demandez pourquoi vous vous obstinez à lire de la SF dans un style que vous n'aimez pas particulièrement, je ne sais pas. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.